Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel entretien épéreux autour d'une thématique de recherche scientifique avec ce matin comme expert le professeur Étienne Lemarié, professeur émérite de pneumologie de l'Université de Tours, directeur général adjoint de la CIDMEF, qui est la conférence internationale des doyens et des facultés de médecine d'expression française, et qui va nous parler aujourd'hui des biais en recherche scientifique et notamment le biais de notoriété. Professeur Lemarié, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Écoutez, c'est un grand plaisir d'intervenir sur votre site, d'une part, et auprès de la faculté de médecine de Rabat, où j'ai beaucoup d'amis et je transmets toutes mes amitiés à tous. Merci. Alors tout d'abord, que veut dire un biais en méthodologie de recherche scientifique? Le terme biais fait référence à une déviation de la pensée logique et rationnelle par rapport à la réalité. Ça, c'est le biais de façon générale. Ce dont on va parler en méthodologie scientifique, ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle les biais cognitifs, c'est-à-dire une distorsion dans le traitement cognitif d'une information, c'est-à-dire une interprétation ou une perception sélective de l'information qui est plus basée sur une impression qu'autre chose, mais basée sur une impression parce que, comme souvent, on ne veut voir que ce qu'on veut bien voir. Alors, si vous voulez bien, je vais vous donner un exemple que tout le monde va comprendre. C'est la relation amoureuse. Et votre ami ou ami vous met en garde en disant « mais ouvre les yeux, tu es embarqué dans une histoire pleine de biais, appelons ça comme ça ». Et puis vous répondez « oui, je suis conscient de ses défauts, mais je l'aime ». Vous êtes victime d'un biais cognitif, c'est-à-dire que votre impression, vos sentiments prennent le pas sur le rationnel. Vous pouvez en avoir conscience, mais ne rien faire pour les corriger. Alors en méthodologie scientifique, c'est un biais, c'est une erreur dans la méthode. C'est le non-respect de règles de protocole et qui, par conséquence, vont entraîner des résultats erronés. Il y a de multiples biais scientifiques. Il y a ce qu'on appelle les biais de sélection, c'est-à-dire la population sélectionnée n'est pas représentative de la population générale alors que vous allez étendre les résultats à la population générale. Il y a des biais dits de mesure, c'est-à-dire les techniques de mesure ne sont pas correctes. Vous avez choisi les mauvais paramètres pour évaluer l'effet de tel ou tel traitement. Il y a des biais de publication. Alors, les biais de publication, c'est tout autre chose. C'est le fait que très souvent, les revues publient en priorité les résultats positifs, mais pas les résultats négatifs. Il y a des biais de suivi, c'est-à-dire les deux groupes n'ont pas été suivis de la même façon, deux groupes de patients dans un essai. Des biais d'évaluation, par exemple, vous avez défini un critère d'évaluation dans votre paragraphe méthodologie et en fait, vous utilisez un autre critère d'évaluation qui n'a rien à voir avec le premier. Et puis, ce qui est assez fréquent, ce sont des biais d'interprétation, c'est-à-dire que les résultats ne sont pas conformes à l'hypothèse. Voilà quelques exemples de biais. Alors, vous m'interrogez sur le biais de notoriété. Qu'est-ce que c'est que ce biais de notoriété? Je vais prendre un exemple qui touche à ma spécialité, la fibrose pulmonaire liée à la chordarone. Je me souviens très bien, il y a de cela un certain nombre d'années, on a vu apparaître des cas de fibrose pulmonaire à la chordarone, alors que la chordarone était prescrite depuis, disons, une bonne dizaine d'années. Mais ça n'était pas répertorié. Ça n'était pas répertorié, pourquoi? Parce que d'abord, c'était les cardiologues qui prescrivaient, qui n'étaient pas forcément soucieux de l'état pulmonaire des patients, et puis aussi que les pneumologues ne s'étaient jamais intéressés au problème, ils n'avaient jamais fait de lien entre le traitement de la chordarone et le traitement de la fibrose pulmonaire, puisque personne n'avait décrit cela. Ce n'est que par la curiosité de quelques collègues pneumologues qui ont dit « mais c'est très curieux ». Ça fait plusieurs fois que je vois des patients qui ont de la chordarone et qui ont des problèmes de fibrose pulmonaire. Et ils ont cherché un lien entre les deux et subitement,
On s'est aperçu que c'était extrêmement fréquent. C'était une complication fréquente, à tel point qu'aujourd'hui, quand un patient arrive avec une fibrose pulmonaire, une des premières questions à poser, c'est est-ce que vous n'avez pas un traitement à la cordarone? Et s'il a un traitement à la cordarone, on réagit immédiatement. Tant que l'on n'a pas mis le doigt sur ce problème, eh bien, c'est un effet indésirable qui n'apparaît pas. Un autre exemple qui a fait beaucoup de bruit en France, c'est le Mediator. C'est un traitement antihypertenseur qui a été prescrit comme coupe-faim et qui a entraîné des complications cardiaques jusqu'au jour où une pneumologue a dit mais c'est pas possible, il y a un problème avec ce médicament. Donc, il faut parfois attendre très longtemps. Et pourquoi il faut attendre longtemps? Parce que les biais, on ne les voit pas forcément. Une fois que ça apparaît, ça devient un biais dit de notoriété. Ça fait un grand bruit. À l'inverse, le problème, c'est que parfois, les biais de notoriété dominent la situation. Par exemple, revenons à l'histoire récente, c'est-à-dire le vaccin, la vaccination anti-Covid. On a dit, mon Dieu, c'est épouvantable, il y a des thrombophlébite. C'est-à-dire très rare, qui a entraîné des conséquences sur les personnes qui souhaitaient se faire vacciner en disant, mon Dieu, non, ça entraîne des complications, parce qu'on met en évidence les biais dits de notoriété, ce qui fait grand bruit, mais par contre, on néglige la déclaration des effets indésirables peu fréquents. Donc, merci pour cette illustration, ces illustrations très claires. Alors, comment est-ce que nous, en tant que professionnels de la santé et ou chercheurs, pouvons-nous faire face à ces différents biais? Alors, je ferai deux réponses. La première, c'est que elle est toute simple et toute naïve. On peut faire face à ces biais par une bonne connaissance de la méthodologie de la recherche et par une bonne critique des données. Nous sommes tous responsables de méthodologie de recherche, nous sommes tous responsables, nous sommes tous chargés d'enseignement et nous devons assurer l'enseignement des jeunes chercheurs, nos étudiants, pour leur apprendre comment détecter les biais dans les publications. Et j'ai vu par exemple des méta-analyses basées uniquement sur des publications, soit dans des revues prédatrices, soit dans des revues non référencées, soit avec des articles non analysés. Et on fait des méta-analyses. Bon, si vous donnez à un étudiant une méta-analyse, la première chose qu'il doit détecter, c'est la première question qu'il doit se poser, quelles sont les revues qui ont été utilisées pour cette méta-analyse? Des choses aussi simples que ça. Alors, la deuxième réponse que je ferai, elle est assez pessimiste, mais elle nous oblige à réagir, c'est que la situation actuelle n'est pas favorable du tout pour faire face aux biais. C'est-à-dire que en période de pandémie, ce que nous vivons, eh bien, les biais s'infiltrent partout. C'est un peu comme une inondation. Pourquoi? Parce que je dirais que nous sommes dans une période d'incertitude liée à la pandémie et que les gens, disons le public, cherchent à se rassurer. On n'aime pas l'incertitude, on aime bien les choses claires. Si je vous interroge sur tel problème, j'aimerais que vous me donniez la réponse. Est-ce que je suis malade? Est-ce que c'est grave? Et vous me disiez, écoutez, je ne sais pas, je vais réfléchir. Hein? Et vous me donnez un traitement, est-ce qu'il va être efficace? J'aimerais que vous me donniez des réponses claires. Si vous me dites, écoutez, je ne sais pas, c'est nouveau, etc., j'aurais tendance à dire, écoutez, je vais aller voir quelqu'un d'autre parce que j'aimerais bien avoir des réponses claires. Quitte à ce que vous me donniez des réponses fausses, d'ailleurs. C'est ça le problème. Alors là, il y a une relation de confiance qui s'établit. L'époque n'est pas favorable du tout à la détection des biais parce qu'on est en période d'incertitude et que, en plus, que l'espace scientifique est totalement envahi par la pseudo-science. Il faut en avoir conscience. Je ne sais pas comment vous le vivez au Maroc, mais en France, en tout cas, on le vit très, très mal actuellement. Alors, je pourrais donner simplement quelques chiffres que je suis allé voir juste avant que vous me posiez ces questions. Si vous prenez le Covid, par exemple, depuis janvier 2020, sont référencées dans PubMed 140 000 publications. 140 000, ce qui est considérable. Eh bien, il faut savoir qu'il y a probablement, je dis probablement parce qu'il n'y a pas de référence exacte, 3 fois plus de publications dans des revues prédatrices que de publications dans PubMed. Donc, un foisonnement. Et puis, vous avez des méta-analyses, que je disais tout à l'heure, qui sont constituées d'articles qui sont non évalués, publiés dans des revues non référencées, dans ce qu'on appelle des revues
prédatrice. Donc, nous sommes dans une situation extrêmement difficile et nous avons tous un rôle extrêmement important vis-à-vis de ces biais. Et je crois que le biais de notoriété, c'est effectivement un biais extrêmement important à l'heure actuelle. Et alors, malgré cette situation d'incertitude et de pseudosciences, on va dire, liées à la pandémie et aux besoins des gens, des personnes de se rassurer, d'avoir une réponse claire, tranchée, ce qui n'est pas du tout évident en sciences, pardon. Comment pourrait faire le grand public pour, pour gérer tout cela, pour faire face au biais à son niveau individuel? Qu'est-ce que vous lui conseillez? Une question difficile. Alors, je vais y répondre par un biais, en prenant un chemin détourné, disons. La première question, c'est de savoir quelle information on donne au public. Qui la donne? Et je crois que il y a eu durant cette pandémie, et j'imagine qu'au Maroc, ça a été comme partout, les scientifiques ont parfois donné de très bonnes références, de très bonnes informations. Je peux vous dire qu'en France, ça a été parfois catastrophique. Je ne nommerai personne, mais il y en a certains auxquels je pense particulièrement. C'est-à-dire qui ont dit n'importe quoi. Il y a des gens qui ont dit, des professeurs français qui ont dit que l'ARN messager a s'incorporé au génome et que non seulement vous allez être malade, mais que vous allez le transmettre à vos enfants. Si un étudiant de première année de médecine écrit que l'ARN messager s'inscrit dans le génome, vous lui mettez 0 à sa copie et vous lui dites, écoutez, changez d'orientation. Hein? J'ai entendu récemment que non seulement le vaccin n'était pas une bonne chose, parce qu'on allait aller vers une immunité collective, il n'y a qu'à prendre l'exemple du Brésil pour voir que ce n'est pas tout à fait vrai, et que non seulement ça, mais que si vous faites des tests PCR 8 jours après la vaccination, vous avez 50% de positifs. Ça s'appelle un biais. Vous pouvez effectivement être positif 8 jours après, hein, mais ça sous-entend que c'est à cause du vaccin que vous avez une PCR positive. C'est ça que ça veut dire. Hein, c'est un biais d'interprétation, le moins qu'on puisse dire. Donc, on est dans une situation très difficile. Et je crois que, eh bien, il faut faire attention à l'information. Et je crois que, pour prendre l'exemple de France, parce que c'est celui que je connais le mieux, ceux qui ont été le plus à même de donner une information fiable sur les chaînes de télévision ou à la radio, ce sont les médecins journalistes. Voilà, ceux qui savent de quoi ils parlent. Et je crois qu'il faut avoir une double casquette, il faut être médecin, il faut être journaliste. Vous êtes médecin, mais vous remplissez une fonction d'information des étudiants, des médecins et probablement du grand public, et vous êtes tout à fait à même de le faire parce que vous avez d'abord une casquette de médecin. Mais il faut aussi être formé au journalisme. Absolument. Il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas dire n'importe quoi. Je crois que c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que les patients soient plus impliqués dans les décisions. Mais ça, c'est beaucoup plus difficile. Donc, on finit sur la prise de décision partagée, un sujet qui m'est cher. Excellent. Excellent. Donc, je retiendrai que la fonction de médecin journaliste, qui devrait être de plus en plus, on va dire, amène à prendre place dans les espaces publics et dans le débat public, et qu'il faudrait être formé justement aux deux fonctions parce qu'ils ont chacune leurs règles et leur méthodologie propre. La vigilance du grand public vis-à-vis de la personne qui leur donne l'information, justement, pour pouvoir la critiquer, et puis le besoin de tout médecin ou chercheur d'être formé en méthodologie de recherche et en lecture critique d'articles pour pouvoir justement apporter une information qui soit la plus utile et efficiente possible. Il y a une formation générale de l'ensemble des étudiants, oui. Et puis il y a probablement une formation spécifique pour des médecins journalistes. Et je pense que dans l'espace francophone, par exemple, on l'a fait il y a quelques années, avec Jean-François Lemoine, par exemple, qui est un journaliste actuellement sur Canal+. On avait mis en place un diplôme de journalisme médical.
on pourrait très bien Excellent. le réveiller à nouveau. On l'a fait Absolument. on l'a fait pendant 2 ou 3 années, puis ça s'est arrêté un peu faute de candidats, mais à mon avis, c'est quelque chose qu'on pourrait très bien faire dans l'espace francophone. Et je Et, pense qu'il y a faire beaucoup de candidats. faire Absolument. cet enseignement par visio, précisément. Mhm, Ça me paraît mhm. tout à fait possible. Je suis intéressée. Si vous l'ouvrez, Eh faites-moi bien, signe. oui, tout à fait. Et j'en connais plusieurs aussi qui seraient intéressés justement en tant que médecin à avoir cette formation complémentaire Oui, de journaliste pour apporter au mieux tout à l'information au fait. grand public. Excellent. Alors, un dernier mot pour clôturer cet entretien. Qu'est-ce que vous direz comme mot de la fin? Bon, ben, comme mot de la fin, c'est que nous vivons dans une période difficile. Nous avons vécu dans une période difficile et j'espère que cette période est derrière nous. Enfin, elle ne l'est pas encore complètement, mais il faut l'espérer. Et que il faut être optimiste pour l'avenir, mais autant pour la pandémie actuelle, il faut continuer à prendre des mesures strictes de distanciation et tout ça, parce que le problème n'est pas derrière nous. Et pour ce qui concerne la méthodologie scientifique, la lecture d'articles, etc., je crois que là, tout est à refaire. On repart à zéro, en quelque sorte. Il faut considérer que tout est à refaire, que nous sommes sur un champ de ruines. J'oserais dire cela. Et comment reconstruire? Comment reconstruire? Mais par l'enseignement, reprendre les problèmes à zéro. On a formé depuis des années nos étudiants à la méthodologie de la recherche. J'ai peur que l'enseignement qu'on leur a donné soit insuffisant face à ce déluge de fausses informations, de vérités alternatives, etc., etc. Je crois qu'il faut reprendre le problème à zéro. Et bon courage, parce que c'est votre boulot. Merci. Merci beaucoup et en espérant que justement l'espace francophone soit à même d'apporter une solution ou une proposition intermédiaire pour mettre à niveau en quelque sorte le champ d'information. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites au niveau de la CIDMEF et merci beaucoup. au plaisir de vous retrouver pour une nouvelle interview et entretien sur Épireux. Merci. Avec grand plaisir. Merci à vous.